Allez. Bon. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir à tous. Chers amis de la Société nationale académique de Cherbourg, il y a Madame Anna Pic, qui est députée de la Manche, Monsieur Sébastien Faillant, sénateur de la Manche, Monsieur David Marguerite, sénateur de la Manche, Monsieur Axel Fortin-Larivière, maire délégué de Cherbourg-Octeville, Madame Lydie Manot, qui est maire adjointe de Cherbourg en Cotentin, chargés de la culture, se sont excusés, sont retenus avec leurs fonctions. Yann Le Petit, monsieur Yann Le Petit, qui est maire adjoint de Cherbourg-en-Cotentin, qui est chargé des patrimoines, devrait nous rejoindre en cours de conférence. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus assister à cette conférence sur Emmanuelier et les jardins cherbourgeois. C'est la 4e du cycle de conférences qui a été mise en place à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Emmanuelier par la Société des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg. Et je remercie chaleureusement Madame Vattel qui a accepté d'en être la conférencière. Madame Vattel est membre de la Société nationale académique de Cherbourg. Au passage, c'est une société qui a été fondée en 1755 et c'est la plus ancienne société de Cherbourg. Jacqueline Vattel est une historienne normande, connue pour ses travaux sur l'histoire locale et le patrimoine de Cherbourg et du Cotentin. Elle est également intervenue dans des manifestations consacrées à la botanique et au patrimoine végétal du Cotentin. Elle a été marraine de l'édition 2022 de l'événement Presqu'île en fleurs, consacré à la biodiversité et au jardin. Madame Vattel a publié de nombreux ouvrages et articles, dont un ouvrage intitulé « Parcs et jardins du XIXe siècle, Cherbourg et le Nord-Cotentin ». Elle est donc toute désignée pour venir ce soir nous entretenir de l'empreinte d'Emmanuelier sur les jardins de Cherbourg. Et je lui laisse donc la parole. Merci. Bien, donc vous savez qu'Emmanuelier et son épouse Margaretha reposent dans le cimetière d'Ardinva et que voici sa pierre tombale et la stèle qui se trouve à côté et le tout protégé par un palmier, ce qui est tout à fait normal. Voici les premiers mots qui figurent sur leur pierre tombale. C'est ici repose Emmanuelier, astronome, explorateur et naturaliste. Tout simplement, pas de détails. Il parle aussi du fait qu'il a été directeur adjoint de l'Observatoire de Paris, directeur de celui de Rio, etc., conseiller général, maire de Cherbourg. Mais en priorité, ce sont c'est la science qu'il a tenu à mettre en premier sur sa pierre tombale. Pardon ? Le micro ne fonctionne pas. Il marche pas ? Ah non, ça c'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. On a réclamé d'accord. Ah ben je pensais, c'est pour ça. Excusez-moi, j'ai parlé plus fort. Hein. Je parlais plus fort parce que je pensais que ça allait être peur. Je rêve. Bon, allez, attendez. Alors je vais me tourner davantage. Voilà, ça va être mieux comme ça. Bien, donc sur la stèle qui est contiguë à la pierre tombale, il y a un globe en haut, à la partie haute là, un globe, une lunette astronomique, des livres et des plantes, qui résument très bien, je crois, Monsieur Lié. Il y a quelques semaines, Dominique Boust nous a brillamment parlé de l'apport considérable des travaux d'Emmanuelier pour l'astronomie et la météorologie, mais pour beaucoup de Cherbourgeois, son nom évoque surtout une rue et un parc. Et symbole de la belle et longue histoire entre Cherbourg et la botanique qui a commencé au début du XIXe siècle. Et elle se poursuit, puisque la ville s'est vue confirmer, il y a très peu de temps, son statut de ville 4 fleurs. Donc c'est une longue, longue histoire. Je vais tenter de vous la raconter sommairement, ce serait vraiment très long autrement. Cette belle histoire est présentée quelques parcs et jardins botaniques qui sont nés au XIXe siècle dans notre Nord-Cotentin, dont bien évidemment celui d'Emmanuelier, que La Fontaine aurait appelé l'amateur de jardin.
Alors, dans le Nord-Cotentin, la vogue des parcs à l'anglaise commence au début du XIXe siècle. Comment sont nés ces jardins à l'anglaise? Bon, en Angleterre, évidemment, comme leur nom l'indique, et c'est en réaction contre l'artificialité, les lignes droites, les figures régulières du jardin à la française. Bon, et puis, la politique étant partout, on voulait faire quelque chose de très différent en Angleterre. Et de nouveaux jardins apparaissent. Donc, mais là, au début du XVIIIe siècle. Il s'inspire des théories antisymétriques. Le terme est celui-là, des jardins chinois dont la description est parvenue en Occident par l'intermédiaire de voyageurs et de missionnaires. Ce sont des parcs ou jardins aussi d'ailleurs d'apparence a priori, je tiens à l'a priori simple, offrant de vastes perspectives qui se découvrent au détour de sentiers et où les arbres sont préférés aux fleurs. La diversification aussi des espèces botaniques qui vont y croître vient aussi de l'arrivée en Europe, et aussi de la commercialisation de végétaux des empires coloniaux que les Européens, et surtout les Anglais d'ailleurs, se sont créés dans le monde. À Cherbourg, c'est assez tardivement que vont se multiplier les parcs à l'anglaise. Et c'est grâce notamment à l'accroissement des fortunes locales et aussi le rapprochement franco-anglais. Alors, dans les fortunes, les fortunes locales, il y a une vingtaine de négociants armateurs qui font fortune avec les grands travaux maritimes que vous connaissez tous, et aussi le développement de l'armement de bateaux pour un commerce lointain, notamment avec les Antilles. À Cherbourg, c'est donc surtout, comme je vous le disais, sous le Second Empire que tout a commencé. Mais dans les environs, il y a des parcs à l'anglaise qui ont commencé à être installés, nous le verrons, au début du XIXe siècle. Et le rapprochement franco-anglais, surtout à partir du milieu du XIXe siècle, permet l'arrivée en Normandie d'espèces botaniques exotiques via l'Angleterre et via surtout ses jardiniers. Alors, quant à l'acclimatation dans le Nord-Cotentin de ces végétaux qui sont nés quand même sous des latitudes pour le moins septentrionales, une seule raison, c'est la géographie, bien sûr. Rapidement, la latitude du Nord-Cotentin, c'est 49 degrés 38. On est plus au nord que Vancouver, une ville canadienne, 49,11, et Vladivostok, 43,07. Le Nord-Cotentin est cerné de trois côtés par la mer. Un courant chaud venant de l'Atlantique, que vous connaissez bien sûr, la dérive nord-est du Gulf Stream, qui est né entre la Floride et Cuba. D'ailleurs, à signaler que Emmanuel Lié a fait un article sur ce sujet-là dans le bulletin de la Société d'horticulture. On en dira un mot. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que la température moyenne est relativement tempérée, 11,6 degrés. C'est pour tout de suite, même avec les montées de température, c'est encore ça. La température de la mer présente d'assez faibles écarts, puisque c'est entre 10 et 18. La pluviométrie, c'est 927 mm. Et le seul inconvénient, le grand inconvénient, c'est le vent, comme vous le savez. Alors, dans les premiers bulletins de la Société d'horticulture de Cherbourg, un de ses chroniqueurs, qui s'appelle Jules Dupré, présente 221 espèces botaniques, arbres, plantes, arbustes du monde entier, dont la culture a été tentée avec succès à Cherbourg et dans ses environs. C'est quand même énorme, 221 espèces. Mais quand même, après l'enthousiasme des années 1850 et un petit peu avant, plusieurs hivers très rigoureux vont faire comprendre que toutes les espèces exotiques ne peuvent pas devenir rustiques à Cherbourg et dans ses environs.
le chroniqueur du bulletin dit « Il ne faut pas créer un jardin qui pourrait devenir, au premier hiver rigoureux, un vaste cimetière. » Donc, prudence, quand même. Alors, maintenant, je vais vous présenter le rôle extrêmement important d'une société bien oubliée maintenant, qui s'appelait la Société d'horticulture de Cherbourg. Elle est fondée en juillet 1944 par un monsieur Charles Chevrel, amateur de jardin lui aussi, le botaniste Auguste Le Joly et César Emmanuel Cavron, alors jardinier du comte du Moncel de Martinvin. Cette société va jouer au cours de la seconde partie du XIXe siècle un rôle primordial, essentiel pour la promotion de l'horticulture et notamment privée, tant dans la ville que dans ses environs. Alors, son objectif est spécifié dans ses statuts, c'est le perfectionnement de l'horticulture, de ses pratiques et de tout ce qui y rattache. Bon, c'est quand même suffisamment vague pour plaire à beaucoup. Dès sa création, donc en 1844, elle compte 93 membres, dont le jeune Emmanuel Lié. Il avait 18 ou 19, enfin, je ne sais pas, vous comptez, c'est en 44 ou en 26. Dans ses statuts, donc en 62, la Société d'horticulture résume les moyens qu'elle emploie pour atteindre sûrement son objectif. Alors, elle fait des réunions mensuelles avec conférences horticoles, elle réunit des commissions, etc., etc., etc. Alors, elle organise aussi des concours floraux, lors desquels elle décerne des médailles, des primes qu'elle offre également aux propriétaires et aux jardiniers, à tout le monde, des parcs et jardins que ces commissions visitent. Elle donne des cours d'horticulture, elle propose des fêtes de nuit dans son jardin, elle organise des excursions dans les manoirs et châteaux des environs, et dans son bulletin figurent les comptes rendus qui sont, disons, 99 fois sur 100 dithyrambiques, des visites de parcs et de jardins de ses membres. Alors, il faut savoir qu'ils vont faire près de 200 visites pendant leur 30-40 ans. J'ai compté 200 visites, c'est quand même pas mal. Surtout Cherbourg, 110 sur Cherbourg, 51 dans tout le nord du Cotentin et 27 châteaux. Elle fait également des notices botaniques et donne des informations scientifiques, surtout météorologiques d'ailleurs, et la plupart du temps faites par Emmanuel Lié. Alors, le dernier quart du XIXe siècle marque l'apogée de la Société d'horticulture. Elle va, en 85, compter 424 membres actifs, mais vraiment actifs, ce qui est le rêve de toute association. Avec la Première Guerre mondiale commence la lente descente aux enfers, disons des mots très fleuris, ce qui est normal quelque part, pour parler de... non, qu'est-ce qui dit ça? Oui, ça doit être encore un chroniqueur du bulletin de la Société. La lente descente aux enfers, donc de l'horticulture cherbourgeoise et donc par là même de la Société d'horticulture elle-même. Alors après la guerre, elle va reprendre ses activités, mais jamais avec autant mais les heures de gloire sont passées. Elle fait quelques expositions, mais elle se plaint amèrement du manque d'assiduité de ses membres. Et en sommeil pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne retrouvera jamais son activité d'antan. Elle cessera définitivement ses activités en 1990, je crois. Et je me semble bien avoir vu qu'il y avait 5 ou 6 membres. Voilà, elle n'avait pratiquement plus personne. Donc c'est extrêmement triste pour une société qui a fait tant pour l'horticulture à Cherbourg. Alors, on va regarder la deuxième diapo. On va regarder le jardin public. Pourquoi? Le jardin public est l'œuvre de la Société d'horticulture. Pendant 44 ans, depuis sa création, la Société d'horticulture, non,
La société d'horticulture va multiplier avec beaucoup d'énergie les interventions et les articles de presse afin que soit créé à Cherbourg un jardin public qui soit consacré à la naturalisation des végétaux exotiques sous le climat de Cherbourg. C'est donc ce type de végétation qu'il faut développer à Cherbourg puisque son climat le permet. Et alors, une phrase un peu mystérieuse, il devra être hygiénique et moralisateur. Alors, je ne sais pas ce qu'est un jardin moralisateur, mais voilà, fallait qu'il le soit. Et ça, c'est dans une pétition, il y avait des pétitions, mais enfin, ils étaient d'une très actifs. Alors après nombre de retards et de contretemps, le jardin public va être ouvert au public le 5 juin 1887. Alors vous voyez là en haut à gauche, c'est le site du jardin public au pied de la montagne du Roule. Voilà tel que c'était et tel que c'est devenu, puisqu'on voit toujours le phare en haut, vous voyez. Ça, c'est 40 ans plus tard. Alors, on n'a pas mis, mais c'est bête parce que je ne sais pas où il doit être plus à gauche. Il y avait un kiosque, peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont vu. Moi, je l'ai vu quand j'étais enfant, ce kiosque. Il y a aussi, dans la partie droite, au-dessus des enfants, là, il y a le portail de l'abbaye du Vœu, qui est toujours là. Et en bas, vous voyez quand même une modification un petit peu de toute cette botanique, puisque vous voyez notamment l'étang où il y avait autrefois il y a toujours, je crois, des petites tortues, il me semble bien, et puis une otarie. Alors je ne pense pas qu'il y a plus, je crois plus qu'il y ait d'otarie. Et bon, avec la serre, là, donc c'est un lieu très plaisant, donc je vous encourage à y aller. Je vais vous parler aussi d'un endroit qui est probablement beaucoup moins connu, et pourtant, qui est l'œuvre de la Société d'horticulture. C'est le jardin de la rue Montebello. Est-ce que tout le monde le connaît? Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas? Oui. Parce que c'est un jardin tout à fait charmant. En 1872, donc la ville, qui était très contente, et puis pour calmer un petit peu la Société d'horticulture qui s'énervait avec le jardin public, la ville lui offre un terrain pour créer son propre jardin. Voilà. Ah non, c'est pas là. Hein. C'est là. C'est le 3. La 3, voilà. Alors ici, là, donc ça c'est l'entrée telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis voilà l'intérieur. Bon, c'est petit, hein, c'est pas, mais c'est un jardin tout à fait charmant. Et c'est là qu'elle dispensait ses cours de botanique. Et il faut dire que les cours étaient sanctionnés par un diplôme. Enfin, c'était extrêmement sérieux. Et avec ça, les jeunes gens qui obtenaient, c'était souvent des jeunes gens qui obtenaient leur diplôme, pouvaient aller travailler avec des jardiniers. C'était un diplôme reconnu, à Cherbourg en tout cas. Alors, en 81, donc vraiment la période de gloire, on remarque qu'il y avait des phormiums, des dracénas, cordylines, plus connues sous le nom de cordylines. Et ce sont des plantes qui vont devenir, avec les Trachycarpus fortunei, qui sont des palmiers, et les rhododendrons, les fleurons des jardins de Cherbourg, les trois grandes spécialités. Alors, à l'origine, ce jardin était réservé aux membres de la Société d'horticulture, mais maintenant, bon, il est ouvert bien évidemment à tout, au public. Donc, par sa configuration et la présence de végétaux jadis exotiques, parce qu'il y a aussi des camélias, des magnolias, des bambous, etc. Tout ça, c'était exotique, mais on est tellement habitué qu'on pense que c'est natif, mais non, pas du tout. Et avec son petit chalet en briques à poutres apparentes, il est un témoignage, mais alors tout à fait précieux, du style des jardins du 19e siècle. Voilà, il n'a pas bougé. Alors, je vais vous parler maintenant globalement des jardins de Cherbourg et de ses environs. Notamment à la fin du 19e, où nous sommes quand même pas mal installés, pas mal développés, créés. Les rapports de visite de la Société d'horticulture montrent qu'un jardin du Nord-Cotentin est assez peu fleuri, d'une manière générale. Hormis les roses,
et surtout les omniprésents pélargoniums. Il y en a partout. C'est partout, partout, partout. Alors, c'est pas très, très, très exotique, ça, mais bon. On y trouve surtout des arbres et des arbustes, traces de l'influence des jardins anglais. Alors, il s'agit en majorité d'espèces qui sont recommandées, bien sûr, par l'omniprésente Société d'horticulture. Donc, nous venons parler des palmiers qui se trouvent partout dans tous les jardins, des hortensias, des araucarias, vous savez, le désespoir des singes, dracéna, donc les cordylines, camélia, fuchsia, mimosa, phormium, et surtout, et les rhododendrons. On va faire un petit arrêt sur les rhododendrons parce que c'est quand même extrêmement intéressant la façon dont ça s'est passé. Alors, quant à l'aménagement d'un jardin, d'un parc, un jardin doit avoir une serre qui abrite toujours une vigne. Et vous savez, il y a une espèce de raisin qui croit que c'est le raisin de Cherbourg. Je sais que mes parents en avaient. Ça s'appelait le raisin de Cherbourg. Un raisin rouge, assez sucré, mais enfin, c'était pas mauvais. Alors, donc, une serre, un kiosque, c'est très bien, un kiosque, une pièce d'eau avec des rochers et éventuellement des jets d'eau et des cascades si les moyens et si la place le permet, des rocailles, etc. Alors, au début du XXe siècle, les végétaux exotiques, les arbres surtout, sont toujours extrêmement présents, mais les fleurs font une arrivée en force. Alors, ce sont surtout des bégonias, des dahlias, des héliotropes, calcéolaires, œillets, campanules, toutes plantes, toutes fleurs que l'on voit dans nos jardins, actuellement encore. Mais ça va peut-être vous surprendre, ce sont surtout les chrysanthèmes, qui sont très à la mode, et sur lesquels s'extasient les chroniqueurs du bulletin, qu'il s'agisse de plantes produites par des amateurs qu'on appelle des chrysanthémistes, et qui font penser un petit peu à l'amateur de tulipes, vous savez, de la bruyère, je crois. Mais les professionnels aussi. Alors, à cette époque, il y a 17 horticulteurs, rien qu'à Cherbourg. Enfin, juste dans les environs, enfin, Tour-la-Ville et Tour-la-Ville surtout. Alors maintenant, la belle histoire entre Cherbourg et les rhododendrons. Pourquoi ? En 1875, le botaniste Joseph Lafosse déplore dans le bulletin de la Société d'horticulture le peu d'intérêt des Cherbourgeois pour les rhododendrons, qu'il admire chez M. Hamon, dont je vais vous parler. M. Hamon est le consul d'Angleterre de cette époque. Donc les gens, alors je ne sais pas s'ils se sentent vexés ou s'ils veulent faire mieux qu'un Anglais, je ne sais pas, mais l'appel est entendu et les rhododendrons vont bientôt prospérer dans tous les jardins de Cherbourg. Je vais vous parler notamment, vous en avez bien sûr entendu parler, mais du rhododendron allopeanum. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le quatrième, le quatrième, voilà, illustration. Alors, ce rhododendron a été créé par un monsieur Allopé. Ce monsieur Allopé est un horticulteur angevin qui est famille de pépiniéristes, Félix Allopé, voilà. Il fait son service militaire à Cherbourg. Il s'installe dans la région après ce mariage avec la fille de monsieur Cavron, bien sûr, qui est à l'origine de la fondation de la Société d'horticulture, on l'a vu. Donc, monsieur Allopé a été jardinier, pépiniériste, horticulteur, fleuriste, chroniqueur, etc., etc. Et Cavron aussi a beaucoup travaillé pour Emmanuelier, on va le voir un peu plus tard. Alors, les fils donc de monsieur Cavron seront eux aussi horticulteurs et l'un même dessinera le jardin public. Alors, en 1882, monsieur Allopé construit à Octeville des serres sur un terrain appartenant à Emmanuelier. Il n'y a pas beaucoup de hasard à Cherbourg en botanique. Il construit des serres où il cultive des plantes exotiques sur un terrain donc qu'il débroussaille, mais enfin bon, c'est assez rapide.
En 1896, il crée par hybridation le rhododendron qu'il baptise bien sûr Alopeanum de son nom. Alors, c'est-à-dire que c'est un hybride, hein, comme je vous l'ai dit. Il met un rhodo griffithianum, issu de semis que César Cavron a fait une vingtaine d'années auparavant, et puis il l'entoure d'autres... attendez, je ne sais pas comment l'autre, voilà, de plusieurs rhododendrons arboreum qui vont polliniser le pied mère. Il va en résulter l'Alopeanum, un magnifique arbuste au bouton rose vif, là vous voyez, bouton rose vif, aux grandes fleurs rose tendre, au cœur moucheté de taches foncées. C'est vraiment magnifique, c'est un magnifique rhododendron. Et voilà comment en parle la revue horticole de cette même année, donc 1896, une nouveauté sensationnelle, le plus beau, sans contredit, de tous les rhododendrons hybrides obtenus depuis plusieurs années. Alors, il est présenté au concours de l'exposition universelle de 1900 et il fait une entrée triomphale et remporte le premier prix. Et l'arbuste va connaître un vif succès en France et ailleurs, et notamment en Angleterre, qui va le rebaptiser White Pearl. Alors, une petite anecdote, parce que l'Alopeanum, après, bon, il tombe plus ou moins dans l'oubli. Petite anecdote. Madame Colette Le Barbanchon, qui est son arrière-petite-fille, se désolait de voir que la paternité de l'Alopeanum n'était plus reconnue à son ancêtre. Alors, dans les années 90, elle est venue me voir à la bibliothèque, et suite à une exposition qu'on avait faite sur l'histoire des jardins, on en a fait plusieurs, elle m'a demandé de l'aider à retrouver la trace pour attester que c'était bien son ancêtre et pas l'Angleterre qui avait excuse-moi Charmaine qui avait inventé entre guillemets donc ce magnifique rhododendron. Donc on a consulté toutes les revues à la bibliothèque, on a consulté le bulletin intégral de la Société d'horticulture, à la bibliothèque des sciences également, on a été voir le bulletin de la revue horticole. J'allais à Paris voir les documents de la Société française d'horticulture, etc., etc. Donc, on a retrouvé toutes les traces souhaitables. Et puis, il y avait un réseau familial également qui a fait le reste. Si bien que le rhodo Alopeanum a retrouvé son identité, son nom de naissance, de baptême, si j'ose dire, auprès de la Royal Horticultural Society en février 1996. Donc à peu près 100 ans, presque 100 ans après. Voilà. Et vous pouvez en voir dans le parc Emmanuelier, dans le château des Ravalais, etc. Mais vous pouvez aussi vous en procurer parce que c'est pas très très difficile. J'en ai, ça c'est chez moi, ça. Celui-là, c'est Madame Le Barbanchon qui me l'avait offert. Donc c'est relativement, maintenant c'est de plus en plus facile de s'en procurer. Alors je vais vous parler maintenant de quelques-uns des premiers parcs privés, parce que je ne pouvais pas en parler de tous, il y en a des dizaines du Nord-Cotentin. Alors d'abord, les parcs voient surtout le jour d'abord à la périphérie de la ville et à l'intérieur, pour quelques-uns, mais très très peu. Donc je vais d'abord vous parler de deux parcs disparus, donc on ne les voit plus. Là, alors on va... Voilà, c'est l'illustration numéro 5. Là, c'était le jardin de la chaumière chinoise, voilà. Dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, cette chaumière chinoise a été construite rue du Roule, à Cherbourg, par le baron Cachin. Le baron Cachin, c'est un nom qui vous dit probablement quelque chose. C'est l'un des créateurs du port militaire et de la rade de Cherbourg.
Alors, on ignore qui a construit la maison. Peut-être qu'on le sait, je ne l'ai pas noté, mais le jardin, on ne sait pas. Mais c'est un vaste jardin anglo-chinois. Alors là, c'était encore tout à fait en relation avec, parce qu'il avait des relations aussi avec l'Angleterre. Planté d'essences rares, avec pièces d'eau, une île, des pavillons, des serres, etc. Des espèces rares, dont des cèdres du Liban. Et ce jardin, malheureusement, a été détruit lors de la construction des voies ferrées de la gare ferroviaire. Et c'est le premier parc à l'anglaise de l'agglomération et du Nord-Cotentin, même de tout le Cotentin, je crois. Alors, après, qu'est-ce que va devenir cette chaumière chinoise? Donc, elle va être vendue à un riche négociant qui s'appelait Numa Mari et disparaître. Et le parc disparaît en 1858. Vous savez que c'est à ce moment-là que la gare ferroviaire est inaugurée. Et quant à la chaumière, elle va être détruite relativement tard, peut-être certains l'ont connue, en 1954. Elle était donc rue du Roule. Rue du Roule, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas rue du Roule. Si. Enfin, non, c'est sur les rives de la Divette, donc j'ai pas cette rue du Roule. C'est une erreur de ma part, excusez-moi. C'est dans la rue qui monte à la glacerie. Vous savez, la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle cette rue. Enfin bon. Alors, deuxième parc disparu de Cherbourg, c'est le domaine Beauséjour du consul d'Angleterre. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune gravure ou lithographie qui le représentait. Alors, en 1853, le consul d'Angleterre, qui s'appelait Horatio Hammond, achète un terrain aride, accidenté, envahi par les ronces et les ajoncs sur la colline de la Petite Fauconnière, ou Butte Fauconnière, au sud de Cherbourg. Alors, il se trouvait à l'angle de l'allée Marguerite, aux environs de l'actuelle résidence Schmitt, qui se trouve 8 rue du Roule. Il va faire de Beauséjour la merveille horticole de Cherbourg, dixit la société d'horticulture. Alors, il achète des plantes auprès d'un horticulteur anglais qui s'appelle John Gould Veitch, qui se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande et aux Indes, afin de s'y procurer des espèces botaniques nouvelles, donc qu'il acclimate à l'Europe et qu'il revend partout. Donc c'est bien l'Angleterre qui est le maillon ou l'entrée en Europe de toutes ces magnifiques plantes exotiques. Donc Beauséjour est réputé pour sa collection unique de conifères, de camélias, d'azalées, énormément d'azalées, des centaines d'azalées, des centaines de fuchsias et surtout ses palmiers, donc Trachycarpus et Camerops, les yuccas également, et surtout les rhododendrons de l'Himalaya. C'est certainement lui qui a été l'initiateur de l'entrée à Cherbourg des rhododendrons. Et notamment, alors je ne sais pas, est-ce que vous pouvez aller sur la suite parce que il y a peut-être en dessous ou la page suivante, je ne sais pas. Non, alors je ne sais pas. Ah non, alors c'est la suivante, excusez-moi, c'est la 6. Oh là là, un beau triangle, voilà. 6. 6. Juste en dessous. Voilà. Alors bon, avec ça va terrible. Mais voilà, dans le jardin disparu de Beauséjour se trouvait cet arbre de la famille des Proteaceae, originaire de Patagonie au Chili. Alors c'est pas tellement les Anglais là, mais bon, ça doit avoir été aussi l'œuvre des compagnies des Indes. C'est pas impossible. Alors aux fleurs écarlates dont l'œil peut à peine soutenir l'éclat. Donc il se plaisait à acclimater dans son jardin des arbres magnifiques, rares, enfin surtout des arbres. Donc, Théophile Ternysien, botaniste
et horticulteur, va rédiger la notice nécrologique de M. Hammond, qui décède en 1875, et qui le qualifie de pionnier de la naturalisation des végétaux exotiques. Donc c'est lui un des pères de cette mode, enfin c'est plus qu'une mode. Après, donc, Beauséjour connaît un triste sort, puisqu'il va être acheté par un négociant, un riche négociant de Cherbourg, M. Delafosse, qui fait construire par un architecte Drancet, dont le nom est assez connu, 3 maisons, dont 2 rue du Roule et une allée Marguerite, sur la partie nord du domaine. Et en 1936, resté longtemps négligé, le domaine devient la propriété de l'architecte Levavasseur, bon là on le connaît bien, celui-ci, qui remet de l'ordre dans cette belle, je cite toujours le bulletin, qui remet de l'ordre dans cette belle propriété et dégage avec discernement les arbres et les arbustes intéressants. Alors l'embellie ne va pas durer, car le domaine va être finalement vendu par petites parcelles, donc il n'en reste rien. On peut peut-être, alors je ne me risquerai pas à le jurer, mais il y a peut-être quelques espèces, parce que la résidence Schmitt, une partie du jardin, et peut-être encore une partie de celui de M. Hammond, mais il faudrait approfondir la recherche, je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, donc c'est triste, ces deux endroits étaient tout à fait intéressants, mais disparus. Voilà, alors on va passer à l'illustration 7. Donc nous allons aller à Martinvat, parce que le comte Alexandre du Moncel, qui était général des pairs de France, hérite du domaine en 1820. Voilà. Alors, ce domaine, il va beaucoup l'agrandir puisqu'il achète les terres environnantes et il triple la superficie du domaine et s'emploie à son embellissement. Il va faire de sa propriété un des domaines agricoles les plus importants et modernes de France, ajoutant à son exploitation un haras, une ferme-école, enfin des ateliers industriels, une distillerie, et aussi il l'a décoré avec une obélisque, vous le savez, qui est toujours présente d'ailleurs, qui est l'exemple de l'égyptomanie qui régnait au début du XIXe siècle en Europe et notamment en France. Alors, à l'entrée du domaine, il y a un petit jardin à la française, mais par la suite, il engage un paysagiste anglais qui aménage le parc en créant des étangs, des cascades, et qui plante des arbres, qui développe, bien sûr, qui développe la mosaïculture. Il met quand même quelques fleurs, lui. Construit des serres, et on retrouve nos plantes familières, camélias, rhododendrons, azalées, des bananiers, ça c'est un peu plus original, des orchidées dans les serres, bien évidemment, des dracénas, dattiers, gunera, magnolia, etc. Alors, en 1867, le domaine de Beaurepaire devient la propriété du baron Schickler, banquier du roi de Prusse, qui fait agrandir le château, et c'est celui-là qui est dans toute sa splendeur, donc à la fin du XIXe siècle. Donc dans un style, dixit la Société d'horticulture, un style gothique aux accents victoriens. C'est un architecte britannique qui le construit, William Henry White. Il crée à l'est du château un étang, un nénuphar, etc., etc. Et fait dessiner les parterres par un peintre qui s'appelle Lucien Lévy-Dumer. Il développe un arboretum. Il commence un bel arboretum où croisent déjà de nombreuses espèces. Et la plupart sont des conifères exotiques. Ensuite, la fille du baron Schickler épouse le comte Hubert de Portalès. Elle hérite du domaine et fait reconstruire une partie du château qui a été partiellement détruit en 1944. Le domaine devient la propriété après de leur fils, Christian de Portalès Schickler, que quelques-uns peut-être d'entre vous ont connu,
qui va s'employer à poursuivre la restauration et l'aménagement du château. Et depuis donc 2022, alors c'est une société qui s'appelle Domaine de Beaurepaire, qui est la propriété du château et de son parc. Elle a signalé que le parc et le château sont inscrits, peut-être pas l'intégralité, parce que le château, malheureusement, il reste pas grand-chose, mais le parc, je pense qu'il l'est. On va passer à l'illustration numéro 8. C'est le domaine de Nacqueville, lui aussi en directe ligne d'Angleterre. C'est un château donc, qui est entouré d'une enceinte fortifiée au départ, qui a été abattue vers 1700 et qui a été reconstruite au XVIe siècle et qui ne va plus tellement bouger après. Alors, elle va devenir la propriété de plusieurs familles et finalement, en 1822, Tocqueville, la famille Tocqueville, la famille Clérel de Tocqueville. Donc, en 1822, c'est Hippolyte, qui est le frère d'Alexis, qui hérite du domaine qui compte quand même 35 hectares. C'est assez grand. En 1830, il décide de créer un parc et fait appel à un paysagiste anglais qui utilise donc toutes les caractéristiques de ce lieu vallonné et élabore un parc donc à l'anglaise avec de vastes pelouses, des fontaines, des cascades, un étang alimenté par la rivière. Et pour la végétation, alors ce sont beaucoup de feuillus. Et puis, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est toujours, ils rivalisaient les uns avec les autres, hein, de toute façon. Azalée, rhododendron, hortensia et gunéra. Les gunéras énormes. En 1857, Alexis de Tocqueville écrit à un ami « Mon frère a dépensé à Nacqueville beaucoup de goût et d'argent et a fait de ce lieu l'un des plus jolis lieux au monde. » C'était gentil. Et en 1877, le château est vendu à Hildevert-Hersan, alors qui a notamment inventé un caisson à air comprimé pour la réalisation de fondations sous l'eau, notamment à la digue du Homais. Alors pendant la guerre de 39-45, le domaine est occupé, lui aussi, comme la plupart des manoirs et châteaux de la Manche, et d'ailleurs, par l'armée allemande, puis par l'état-major américain. Et quand Marcel Hersan le récupère, en 1946, le domaine et le château sont dans très mauvais état, donc il entreprend de très longs et de considérables travaux qui vont permettre la réouverture du domaine en 1962. Et depuis 2018, le domaine est la propriété de Florence d'Harcourt, qui est la descendante de la famille Hersan. Voilà. Et là aussi, le château. Alors, le château, je ne sais pas, mais le parc est inscrit. Alors, maintenant, nous allons aborder la seconde partie du 19e siècle, parce que autant dans la première partie, c'était des propriétaires de châteaux qui avaient de vastes terrains et qui étaient très riches. Il fallait énormément d'argent pour se faire un parc à l'anglaise. Donc, à partir de la seconde partie du 19e siècle, on va diminuer un petit peu. Les jardins pourront eux aussi avoir leur côté à l'anglaise. Je vais commencer par un qui n'est pas privé, un parc qui n'est pas privé, qui appartient à l'État, puisque c'est celui de l'hôpital maritime. Alors, la création de l'hôpital maritime, qui est rue de l'Abbaye, est décidée en 1858 par Napoléon III lors de sa venue. Vous savez qu'il a inauguré plusieurs choses, la statue de Napoléon, la gare et le troisième bassin du port militaire. En présence, enfin pas tout, mais il y a eu
une de ses inaugurations, pas la statue de Napoléon, je pense pas, mais la présence de la reine Victoria. Elle était là. Il ordonne donc que soit créé un hôpital maritime, enfin bon, des armées, plus exactement, mais on l'a toujours appelé, je pense que vous aussi, l'hôpital maritime. Il est inauguré en 1869, parce qu'avant, l'hôpital maritime, les besoins en soins étaient faits dans l'abbaye du Vœu, qui était à 2 pas, qui est presque en face de l'hôpital maritime. Mais enfin bon, c'était complètement impossible de continuer comme ça. Donc la construction a été ordonnée et il s'est construit à peu près en 10 ans, ce qui n'est pas... Ça va. Donc alors le parc n'est pas la priorité, bien évidemment, mais néanmoins il va y avoir un magnifique parc, comme bon là vous voyez là, comme c'était à l'entrée, mais là c'est une vue aérienne qui montre qu'il y a quand même toujours beaucoup d'arbres autour, et des arbres, bon des conifères, des choses comme ça, des araucarias, beaucoup de désespoir des singes, l'araucaria, et d'autres, et nos chers palmiers. Alors, il y a aussi un ginkgo biloba, des araucarias, enfin bon, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de plantes utilitaires, bien évidemment, puisqu'elles servent comme pour potager et de jardin pour la pharmacie qui utilise beaucoup les plantes. Alors pendant la Première Guerre mondiale, même il y a un terrain qui appartenait à l'hôpital, et qui se trouve juste à côté, c'est-à-dire l'actuel stade Maurice Poster. Il y avait sur ce terrain, donc on l'a aménagé, en potager afin de nourrir tous les troupes qui étaient en garnison à l'hôpital. Alors, vous savez que, bon, on l'a dit au début, le gros problème climatique d'ici, c'est le vent. Et il y a eu les grands vents, et les tempêtes et les ouragans. Les ouragans ont été très préjudiciables aux parcs et jardins de notre région. Alors, notamment, il y a eu beaucoup de dégâts ici à l'hôpital maritime. Beaucoup. Mais bon, il y a quand même pas mal d'arbres d'origine. Le site, comme vous le savez, a été désaffecté en 2002 en tant qu'hôpital des armées. Ces diverses réutilisations ont provoqué malheureusement d'irrémédiables transformations. Alors, j'ai regardé sur Internet qui était l'actuel propriétaire. Donc, apparemment, en décembre 2025, la communauté d'agglomération a voté le principe de son achat. Alors, je ne sais pas si c'est finalisé, mais en principe, c'est donc la communauté d'agglomération qui va être propriétaire, et le transformer, bien évidemment, probablement en conservant tout ce qui est botanique, mais voilà, on ne sait pas trop. Mais bon, maintenant, nous allons passer à des parcs que vous connaissez très bien. Je vais vous parler de 3 parcs à Tour-la-Ville, la Fauconnière et le parc Emmanuelier. Bien sûr. Alors, Tour-la-Ville, que dire? Il y a tellement de choses à dire sur le château Tour-la-Ville. Bon, il ne reste rien. Il y avait un manoir initial qui a été sur lequel a été construit le château, enfin plutôt une demeure de plaisance construite entre avril 1559 et 1575 pour Jean Ravalet, abbé d'Amby, qui après l'a donné à son frère et ses neveux.
Alors, sur le tableau, voilà, on ne sait rien, on n'a pas de description du parc à cette époque. Mais on peut en avoir vaguement voir une idée de l'allure qu'il pouvait avoir en regardant donc ce tableau que vous connaissez, qui se trouve au musée Thomas Henry. Et c'était donc très sommaire, très plat, avec peu de végétation. Voilà, c'était une cour plutôt. C'était une cour intérieure. Il était entouré de hauts murs, en tout cas. Alors, au fil des siècles, le domaine passe de famille en famille, mais qui sont toutes apparentées d'ailleurs. Et dans la seconde partie du XIXe siècle, qui est propriétaire? Eh bien, la famille de Tocqueville, là aussi. Édouard de Tocqueville et surtout son fils René vont effectuer de très importants et coûteux travaux, tant dans le château, dans les années 60-74, et dans le parc. Alors, le parc, c'est à partir de 1872, donc quatrième partie, quatrième tiers. Voilà, mon Dieu. Bon, enfin, à la fin du 19e siècle, on va dire. Voilà. Les très nombreux comptes rendus, alors là, il y en a aussi des dizaines, c'est incroyable, de la Société d'horticulture qui montrent l'étendue des transformations apportées au château et au parc, et dont l'aménagement est fait par un monsieur Renaud, qui est le jardinier en chef, sur les indications donc de René de Tocqueville. Hein. Donc, outre la plantation d'arbres et de plantes rares, on note l'aménagement toujours de pièces d'eau, d'une grotte, d'une serre avec des plantes exotiques, et aussi elle est surmontée, vous l'avez remarqué probablement, d'un belvédère qui donne une vue très différente sur le parc et sur le château lui-même. Alors, voici un des innombrables commentaires de la Société d'horticulture. Tout cet ensemble donne un cachet princier à l'entrée de ce palais aussi rare que distingué. Voilà. C'était le château des Ravallées. Mais c'était étonnant. C'est un château qui était alimenté, il y avait de l'électricité, mais au toute fin du 19e, début 20e, c'était incroyable. Il se faisait lui-même son électricité. Alors, on peut peut-être aller à la suite de cette illustration, parce que je pense qu'on peut la faire monter. Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder les quatre. Voilà, les quatre. Remontez un petit peu. Voilà. C'est bon. Donc là, vous voyez ce que c'est devenu. Mais il n'y a pas eu énormément de changements entre ce que le personnel de la ville de Cherbourg en a fait et tel que c'était. Il y a peut-être maintenant un peu plus de fleurs, comme je vous le disais. Il n'y en avait pas beaucoup, à part les pélargoniums. Mais il y avait des choses à la française comme ça. La serre que voilà, et dessus, vous voyez, un petit escalier qui permet d'aller sur le dessus. Là, c'est l'étang qui se trouve derrière. Alors ici, pourquoi j'ai mis cette photo qui n'est pas particulièrement ravissante, mais c'est l'arrivée du trottebec dans un étang qui s'appelle les Cotilles. Si vous pouvez visiter toute cette partie, et vous pouvez même aller à pied de l'étang des Cotilles jusqu'au château. C'est un bief par lequel arrivait l'eau qui allait dans les douves. Et si vous avez remarqué, quand vous êtes sur le pont du château, le pont d'entrée, l'entrée principale à côté sur la route, là, eh bien, il y a un gros trou comme ça par lequel se précipitait l'eau et qui alimentait un moulin électrique. Enfin, qui est en contrebas. On le voit si vous êtes sur la route qui longe le château, vous pouvez voir des vestiges comment on peut dire, il y avait des turbines, enfin il y avait tout ce qu'il fallait pour alimenter en électricité
tout le château, qui était éclairé à diurno. Et en plus, ces pauvres gens joués, ça va mal finir, vous le savez probablement, parce que ils tenaient également table ouverte au château des Ravalais. Table ouverte, ils recevaient tout le temps, tous les gens qui venaient, ils les invitaient, etc., etc. Et bon, l'argent venait en partie de l'épouse américaine de Monsieur de Tocqueville. Et elle a perdu la plupart de sa fortune dans un tremblement de terre qui a lieu à San Francisco. Donc ça, plus des habitudes de dépenses peut-être excessives, ont fait que faillite et tout a été vendu dans la cour du château. Voilà. Donc ça, c'est la triste histoire du château de Tour-la-Ville. Bon, le château après est passé de main en main et pour aboutir dans celle de la ville de Cherbourg en 1935. Donc, la ville n'en fait pas grand-chose jusqu'à la guerre, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, occupation bien sûr des locaux, tout le domaine est occupé par l'armée allemande, puis par l'armée américaine, bien évidemment, et on sait que les soldats ne sont pas particulièrement soigneux des lieux où ils sont installés, en période de guerre notamment. Donc, dans les années 60, ça s'améliore progressivement. Et maintenant, le parc est entièrement rénové, mais il va être gravement endommagé, vous vous en souvenez probablement, par l'ouragan d'octobre 87. Ça a été une vraie catastrophe. Il y a des arbres centenaires qui ont été détruits. Et d'ailleurs, les tempêtes ultérieures aussi. Il y en a une en décembre 99, je crois. Et puis, il y en a une en janvier de cette année aussi, qui a été pas mal aussi. Donc, tout ça, bon, au moins, enfin, les plantes qui restent sont solides. C'est ce qu'on peut déduire, quoi. Mais voilà, le sacré vent de Cherbourg. Mais enfin bon, le travail méticuleux et très inspiré quand même des services des parcs et jardins de la ville de Cherbourg a permis d'être labellisé Jardin remarquable en 2004 et Éco-jardin en 2012, je crois. Voilà. Et le domaine est classé intégralement le 4 mars 1996, parce qu'au départ, il était classé par petits bouts. Parce qu'il est à la fois 16e et 19e siècle. Alors, c'est pas très commode pour un classement. Les monuments historiques n'aiment pas trop ça. Enfin bon. Et il n'y avait que quelques parties qui avaient été classées, et finalement, il y avait le jardin, il y avait un ou deux endroits. Mais c'est en 96, tout a été classé, y compris l'étang des Cotilles, là, et le bief qui conduit. Je vous incite à aller le voir, à faire le tour, c'est pas grand, et aller voir aussi le bief par lequel l'eau va dans les douves du château, qui est à 200 mètres, 300 mètres. C'est très agréable par là. Alors, maintenant, nous allons passer à un autre parc qui est aussi une propriété privée, le parc de la Fauconnière. Alors, il est dû en 1870, l'avocat Alfred Favier achète un coteau aride et pelé, c'est bizarre, c'est un petit peu les mêmes termes qui ont été utilisés pour le jardin de monsieur Hammond, aride et accidenté, là, voyez-vous. Mais c'était pratiquement dans le même coin, la Fauconnière. Et vous savez que le jardin public a failli être installé là également. Bon, finalement, ça a été de l'autre côté, au pied du Roule. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait une fascination sur la Fauconnière. Enfin bon, c'est un terrain en forte pente, constitué de landes, il y a un taillis, etc. Bon, donc c'est pas extrêmement séduisant a priori, mais Monsieur Favier en avait vu tout le potentiel, puisque il se fait d'abord construire enfin je sais pas si c'est d'abord, enfin il fait construire un manoir qu'on voit malheureusement, qui a flambé en 2029, qui a brûlé en 2029. Et il crée d'abord un jardin et puis un parc.
un parc quand même de 7 hectares. C'est pas rien. Qu'il aménage notamment grâce au conseil du nouveau consul d'Angleterre, Cecil Gurney. Alors il fait des terrassements, défrichements, multiplication de plantations, avec bien sûr commerce avec l'Angleterre et ses approvisionnements en plantes exotiques. Ceci dit, elle commençait à bien se développer sur le territoire du Nord-Cotentin. Mais malgré tout, on continuait à faire appel à l'Angleterre assez fréquemment, pour des choses très spécialisées notamment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de faire trois sortes de plantations, lui. Des arbres et arbustes de nos pays. Alors, c'est quoi? Des hêtres, des chênes, des bouleaux, des sapins, des pins maritimes, etc. Et des espèces aussi bien acclimatées dans notre région. Les palmiers, bien évidemment, les dracénas, les rhododendrons et les hortensias. Et enfin, ce qui va devenir plutôt sa spécialité après, des arbres et arbustes appartenant à des régions lointaines. Alors, ce sont notamment des eucalyptus, des mimosas, des cistes, des cotonéastères, arbousiers, etc., etc. Maintenant, ce sont des plantes qui viennent facilement chez nous et on les trouve relativement facilement aussi. Alors, Monsieur Alfred Favier, donc, est aidé par son fils Léon, que voici, et qui hérite de la propriété en 1918 et prend le relais. Alors, il plante notamment, lui, il a un petit faible pour les espèces méditerranéennes. Et avec son fils Charles, qui est médecin, il va constituer un arboretum. Et voilà, et bien le développer. Donc, arboretum et plantes de l'hémisphère sud. Et arbres de l'hémisphère sud, pardon. Donc, même chose que pour les parcs et manoirs des autres personnes dont je vous ai parlé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le parc est presque entièrement dévasté par les occupations successives. Oui. Donc, c'est Charles, donc le fils de ce monsieur, de Léon. Je ne suis pas familière, mais enfin bon, c'est plus facile d'utiliser les prénoms. Sa reconstitution donc par Charles Favier dans les années qui vont suivre est orientée vers l'acclimatation d'espèces exotiques originaires alors d'Australie, de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande, de Patagonie, de Chine aussi et de l'Himalaya, donc pour les rhododendrons qui sont plutôt originaires de l'Himalaya et qui vont donner à son parc un caractère vraiment unique et de renommée internationale. Vraiment. Il est très, très réputé. Et le parc de la Fauconnière, alors ça c'est une citation d'un botaniste qui vient de décéder d'ailleurs, Monsieur Franklin Picard, qui a fait le guide du patrimoine botanique en France notamment, mais il a fait d'autres ouvrages. Il dit que le parc de la Fauconnière est, du point de vue de la rareté des espèces, l'un des plus extraordinaires de l'Hexagone et probablement de l'Europe. Donc c'est quand même un parc, et il est en pleine reconstruction, hein, vous le savez. Alors, l'ouragan de 87 fait des dégâts, mais considérables. Et en plus, le pauvre manoir brûle le 27 janvier 2009. Donc, le Conservatoire du Littoral l'a acheté, c'est donc la propriété du Conservatoire du Littoral, en 2011. Il y a une première association qui se crée en 2014, l'association du Jardin botanique de La Roche-Fauconnière, afin de gérer, mais ses moyens sont insuffisants et bon, ça marche pas bien. En février 2017, donc 3 ans plus tard, le Conservatoire du Littoral confie la gestion à la ville, qui entreprend la restauration du parc et s'emploie à lui redonner son caractère exceptionnel avec une nouvelle association qui s'appelle les Amis du Jardin botanique de La Roche-Fauconnière. Et ça marche très bien. Ils font un travail remarquable et permettent la visite, ce qui est quand même... Ils font vraiment le maximum pour redonner tout son lustre à ce joyau aussi, autre joyau botanique de Cherbourg.
Alors, il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Bien sûr. Et maintenant, nous allons arriver au parc de Monsieur Lié. Alors, voilà, c'est le 12. Bon, je ne vais pas vous reparler de l'intégralité de la vie d'Emmanuel Lié, mais enfin, bon, il est né en 1826, le 15 février, dans une famille de riches armateurs. Alors, je fais toujours une petite parenthèse parce que ses ancêtres sont mentionnés dans le journal de Gouberville, parce que c'est lui, son ancêtre, donc, qui permet notamment le voyage à Aurigny, si vous connaissez le journal de Gouberville. Et à maintes reprises, Gilles de Gouberville le rencontre dans les rues de Cherbourg. Enfin bon, c'est vraiment pas un familier, mais enfin, on le connaît bien. Alors, le père d'Emmanuel Lié, qui s'appelle Anténor, achète la propriété de la rue de l'Abbaye, vous le savez. Au fil des années, la famille acquiert les terrains qui sont contigus à la propriété, il établit un jardin. On ne sait pas trop à quel moment. Mais ce n'est qu'en 1893, donc relativement tard, qu'Emmanuel Lié va acheter la dernière parcelle pour constituer le parc tel qu'on le connaît dans sa dimension actuelle, c'est-à-dire environ 1 hectare. Donc, Emmanuel Lié devient à 19 ans, voilà, c'est 19 ans, membre de la Société d'horticulture qui vient d'être créée. Il écrit des articles notamment consacrés au climat de Cherbourg, et en 1851, la Société d'horticulture lui attribue une médaille pour sa collection de plantes de serre chaude. Il a donc, depuis le début, depuis son plus jeune âge, été passionné par les jardins et la botanique. Bon, la même année, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'en 1851, je crois, j'espère que je ne me trompe pas d'année, il fonde avec Théodose du Moncel, Auguste Le Joly, la Société des sciences. C'est ça? 151? Oui. Bon, ouf, oui. Oui, puisqu'on va fêter les 175 ans de fondation de la Société des sciences. Ouf, c'est bon. Alors, bon, je vous passe ces années de parisienne. C'est démêlé avec Urbain Le Verrier, dont M. Bouste nous a régalé. Son mariage avec Margareta, leur décision de partir au Brésil, d'abord pour y observer une éclipse totale de soleil, et puis où il devient, alors je vais m'arrêter 2 secondes sur le fait qu'il devient l'ami de l'empereur Dom Pedro II. Je me demande si son père, qui s'appelait Dom Pedro Ier, enfin, il est venu à Cherbourg en 1831. Il est resté plusieurs mois. On a même à Cherbourg, on doit être une des rares villes, voire l'unique ville en France à avoir une rue Dom Pedro. Il est donc venu en 1831. Je suppose qu'il a pu côtoyer la famille Lié, qui était quand même parmi les familles richissimes même, de la ville. C'est pas impossible, mais bon. Alors, il faudrait que Madame Delacote nous renseigne là-dessus, mais je ne sais pas, est-ce qu'elle est là, Madame? Non? Je l'ai aperçue. Bon. On lui donnait la parole tout à l'heure. Non. Non, mais c'est amusant, enfin, le fait que Dom Pedro soit venu à Cherbourg, qu'il ait séjourné à Cherbourg, et puis que Emmanuel Lié devienne ami avec Dom Pedro, enfin Dom Pedro II, c'est assez, je sais pas, c'est... On n'a pas le lien, hein, mais... Non. Enfin bon, c'est pas impossible. Il est arrivé au Brésil, enfin, c'est pas impossible, voilà. Il a dit... Pour voir l'éclipse de soleil, il s'est trouvé que Dom Pedro, qui était amateur de sciences et d'astronomie, s'est trouvé dans la mouvance. Voilà. Mais je pense qu'ils en ont parlé. Après, il a dû dire qu'il était de Cherbourg quand même. Et il a coopté Emmanuel Lié pour le garder au Brésil. Voilà, bon, enfin bon, c'est une hypothèse. Ça m'est venu comme ça, bon, parce que je trouve ça quand même assez curieux, cette
Le Brésil et Cherbourg, c'est quand même pas a priori une évidence, quoi. Enfin bon, donc toujours est-il qu'il il fait tout ce que vous savez en tant que en cartographie, en astronomie, en histoire naturelle, et même il tombe gravement malade, je crois, de la malaria. Il me semble que j'ai eu ça dans les livres de Madame de la Côte. Voilà, c'est ça. Elle est sauvée par son épouse, qui contracte elle-même la maladie et qui ne va pas s'en remettre apparemment. Il publie des ouvrages, il revient en France, il repart, etc. Donc voilà, il est très très actif. Alors en 1871, il revient en France au décès de son père et il hérite de la propriété donc de la rue de l'Abbaye. Et sa femme, Margareta, plante les spécimens botaniques rapportés du Brésil. Et pendant 2 ans, Emmanuelier va devenir le président de la Société d'horticulture. Et il va éditer son ouvrage majeur, donc le climat, géographie, faune, géographie botanique du Brésil. Alors il repart, etc. Elle revient en 74 rapidement parce que sa femme Margareta, qui était probablement malade de la malaria, décède à Paris. Et il fait transporter son corps à Cherbourg et elle est inhumée dans le cimetière d'Ardinva. Donc, voilà. On l'a vu. Retourne au Brésil, etc. Il a des difficultés avec un autre astronome. Il a une vie, il décide de revenir en tout cas. Mais à noter quand même que pendant ces années brésiliennes, il correspond avec César Cavron, jardinier concepteur des jardins auxquels il demande de construire notamment, selon ses plans, des serres où seront cultivées des plantes qu'il lui fait parvenir du Brésil. Il fait également, alors je n'ai pas trouvé, j'ai demandé à ce qu'on fasse une petite recherche dans vos archives, là, Francis, j'ai demandé, mais on n'a pas trouvé trace d'échange de lettres avec monsieur Cavron. Ça aurait été intéressant. Et il fait ériger la tour, là, dans son parc pour y aménager probablement un observatoire. Alors, ici, je vous commente 2 mots. Bien sûr, son portrait. Ça, c'est assez intéressant. Ce sont des photos qui sont à la bibliothèque de Cherbourg. C'était l'intérieur d'une des serres dans les années 90. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a à peu près une centaine de photos dans la bibliothèque de ces années-là qui ont été prises à l'initiative de Gustave Amiot, qui était le directeur de la bibliothèque et qui a fait faire, vous avez vu, je pense que c'est lui qui a fait faire le château de Martinvat, des photos de ce qui lui semblait particulièrement intéressant et dont il fallait garder la trace. Donc voilà, je salue mon prédécesseur lointain. Elle remercie vivement. Et là, on voit la tour. Alors, on ne voit pas avec la lumière. Là. Sur la tour, on voit qu'il y a des gens sur le haut. Mais on les voit. Il y a 2 personnes qui sont en train. Alors, ça peut être aussi alors, c'est un observatoire peut-être pour les étoiles, mais ça peut être aussi pour admirer le jardin. Mais je pense que c'était d'abord pour les étoiles, à mon avis. Bon, ça, vous reconnaissez peut-être que la Bibliothèque des sciences. Donc tout ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Donc on va pouvoir regarder la photo suivante, s'il vous plaît. Wow. Alors le parc aujourd'hui. Donc vous voyez la tour, là. Un peu la même photo que l'autre, mais enfin un peu plus... un peu moins dégagé quand même, oui. Ça, ici, c'est le bassin. Et en bas, je vais vous parler de ce qu'on voit en bas. Après, donc, Monsieur Lier démissionne de son poste en 1881 et revient définitivement à Cherbourg où il décide de se consacrer à ses collections botaniques et faire de son domaine un des plus beaux jardins d'acclimatation donc de la région et sans doute de France. Puis il y a toujours une sorte d'émulation avec les autres propriétaires de vastes de domaines ou de jardins, etc. Il y a une énorme émulation
qu'on n'imagine pas maintenant, non plus. Et il fait construire... alors, attendez, c'est ça. En 1883, donc 2 ans après son retour, la Société d'horticulture commence à multiplier les visites du parc. Il va y en avoir des dizaines. Les comptes rendus sont enthousiastes et très, très, très lyriques, comme toujours. S'extasient sur l'harmonie et la qualité des plantations, les gazons qui au printemps s'ornent de centaines de tulipes, enfin, les collections de plantes rares et décrivent aussi, et très précisément, les 9 serres aux températures et hygrométries différentes qui occupent à l'époque une superficie de 900 mètres carrés, et la plus grande serre communique d'ailleurs avec la maison. Il y a des fruits, bananiers, cocotiers, fougères arborescentes, caféiers, palmiers et cycadées, orchidées, broméliacées, serres froides, orangeries pour la conservation des plantes fragiles, etc., etc. Alors en 84, vous savez qu'il devient maire de Cherbourg, mais il démissionne 2 ans plus tard parce que, pour des raisons politiques, une vote de budget, une hostilité qu'il ressent, mais qui n'est pas dite, mais qu'il ressent vivement, probablement à cause de sa fortune, parce qu'il est très riche, et puis aussi de l'organisation, je crois, les obsèques du député François Lavieille, avec lequel il ne s'entendait pas beaucoup. Il retourne donc à son jardin. En 88, il se fait faire un jardin suspendu qui surmonte la serre galerie. En 95, il organise... pardon, pas 95, en 85, il organise une réception dans son parc afin de célébrer les débuts de l'alliance franco-russe. Qui était créée contre la triple alliance, vous savez, Italie, Autriche, Hongrie et Allemagne. 92-1900, il devient conseiller général et accepte d'être nouveau maire de Cherbourg et le restera jusqu'à sa mort cette fois. En 93, un bassin que tout le monde connaît, qu'on a revu ici, et il y fait installer des plantes aquatiques. Alors, en 1800, on le voit là, mais on le voit aussi sur celle d'après. En 1896, au mois d'octobre, il organise une fête somptueuse dans son parc et dans les serres où il reçoit la suite du tsar Nicolas II. Il propose des concerts, les serres sont illuminées. Il propose la dégustation d'oranges, de bananes et autres fruits exotiques de sa production. Mais c'est un luxe énorme. Curieusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé trace d'écho de cette fête dans le bulletin de la Société d'horticulture. Bon, donc en 1900, il décède, en faisant de la ville, vous le savez, son légataire universel, et il repose donc aux côtés de son épouse dans le cimetière d'Ardinvin. Alors, après Emmanuelier, donc la ville qui a accepté le legs, mais après réflexion, a beaucoup de mal à assurer financièrement l'entretien du parc. En 1911, la Société d'horticulture, toujours elle, déplore la dégradation du parc et qui, malheureusement, avec les années, va se poursuivre inexorablement. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale vont donner le coup de grâce aux serres, qui étaient déjà bien endommagées. Et après la guerre, le parc est en très mauvais état et la plupart des espèces exotiques ont disparu. La restauration va commencer à partir des années 1960 et les serres sont reconstruites et de nouvelles plantations faites dans le respect de l'esprit de ce que voulait Emmanuelier. Alors aujourd'hui maintenant, donc malgré l'ouragan de 1987 dont on a parlé à plusieurs reprises, le parc a retrouvé peu à peu son lustre d'antan.
Alors, bon, grâce encore une fois au travail des services des parcs et jardins de Cherbourg. Et signalons particulièrement les serres qui abritent des espèces rares, dont certaines uniques en France, voire au monde. Enfin, pas uniques, mais très, 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 très rares. Donc, quelques végétaux exceptionnels, donc des fougères arborescentes, des cyprès de Lambert qui sont plus de 100 ans, qu'est-ce qu'il y a encore, oui, les fougères arborescentes, les Dixonia, Antarctica, etc., etc. Enfin, vous les avez vus parce que je pense que c'est un jardin, oui, le jardin allié est un des plus fréquentés de Cherbourg. Et nous allons terminer pour la présentation de ce parc avec la plante que vous avez peut-être entrevue. Oups, là, voilà. Là, l'Encéphalartos altensteni, qui est alors je suis allé regarder bien évidemment de quoi il s'agissait parce que j'ignorais pratiquement tout. C'est une plante un arbre, pardon, c'est un cycas de la famille des cycas. Son origine remonte à l'ère mésozoïque, c'est-à-dire l'ère secondaire. Il peut vivre plus de 1000 ans. Sa floraison intervient tous les 30 et 40 ans et grandit d'1 centimètre par an, 7 à 8 mois, pour prendre une forme conique. Et les cônes peuvent atteindre 50 cm et peser jusqu'à la fleur. Enfin, la fleur, c'est ce qui se pousse au centre, là, et peser jusqu'à 30 kg. C'est donc une plante rarissime. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en France. C'est possible, mais je ne pense pas. Alors, bien sûr, le parc est inscrit à l'inventaire supplémentaire au titre des monuments historiques. Alors, pour conclure maintenant, donc, le caractère unique des parcs et jardins du Nord-Cotentin est en grande partie, enfin, osons le dire, dû à l'alignement de plusieurs planètes. Les voyages d'exploration des Européens, qui ont commencé au XVIe siècle, et leurs conséquences commerciales via, pour leur grande majorité, l'Angleterre. Des relations améliorées entre la France et l'Angleterre. La géographie et le climat de la région. Une économie du 19e siècle en plein essor, parce que vous savez, si vous avez un jardin, combien coûte l'achat de plantes et l'entretien du jardin. Et plus précisément et localement, 2 brillants jardiniers paysagistes, Cavron, M. Cavron qu'on a cité à plusieurs reprises, M. Allopé, qui nous a fait ce magnifique rhododendron, M. Renaud, qui a travaillé au château de Tour-la-Ville, et d'autres. Une infatigable, le terme est faible, je crois, société d'horticulture, aujourd'hui bien oubliée, et surtout de grands amateurs fortunés de jardins. Je rappelle leur nom. Nous avons eu d'abord les initiateurs, Joseph Cachin, Horatio Hammond, Alexandre Dumoncel, René Tocqueville, la famille Favier et d'autres, et bien sûr Emmanuelier. Alors, ce brillant scientifique, passionné par toutes les sciences, a été un grand amateur, du latin amator, celui qui aime, de jardin. Il a compris très très vite, très jeune, le potentiel de diversification végétale que le climat de la ville permettait. Il a mis ses connaissances en pratique en créant son parc. Il n'a jamais oublié d'y venir, d'en prendre soin ou d'en faire prendre soin, malgré ses activités professionnelles lointaines. Il l'a toujours enrichi et embelli au fil des années et jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsque la vie publique ne lui convenait plus, notamment dans les années 81-92, il est revenu
cultiver son jardin, comme aurait dit Candide. Il l'a partagé toute sa vie, et même au-delà, puisque dans son testament, par lequel il léguait la majorité de ses biens à la ville, une des clauses du legs stipulait que toujours le parc serait ouvert au public cherbourgeois. C'est une obligation testamentaire. Alors donc il y a 126 ans, le parc Emmanuelier, alors c'est amusant, moi je dis on dirait presque un mot valise, on dirait parc Emmanuelier, pour un peu on l'écrirait d'un seul tenant. Donc il y a 126 ans, ce parc, dont le nom est entré dans le vocabulaire de Cherbourg, a été légué au public, qui en a fait donc un de ses lieux préférés. Donc je voudrais lui dire merci pour ce magnifique cadeau et pour lui souhaiter un très bon 200e anniversaire. Voilà, merci. Bon, merci Madame Vatel. C'est dense, il y a beaucoup à dire sur le jardin cherbourgeois. Et puis quand on s'attaque à la botanique, Dieu sait si on peut en parler longtemps. C'est qu'une faible partie. Enfin, je dirais que c'est, je sais pas, le tiers. C'est assez dense. C'est très dense. Et peut-être que dans le public, vous avez des questions, des précisions. Alors moi, je sais que Emmanuelier est revenu ici en 1870, Oui. au Brésil. Oui. Effectivement, il a dû donner des ordres au Brésil, puisqu'il a demandé que ses serres soient... Enfin, qu'il fait de créer des serres à partir de 1868, après les renseignements que j'ai. Moi, oui. Alors, est-ce qu'il a piloté ça depuis le Brésil? J'en sais pas plus. Moi, je le crois vraiment, hein, parce qu'il correspond avec César Cavron en permanence, et c'est César Cavron qui va dresser les plans et faire les serres. Mais sur les conseils avisés et très directifs, il faut le dire, je crois, oui, d'après ce que disait... Alors, ça, je ne sais pas si c'est dans le bulletin de la Société d'horticulture. Hein. Moi, c'était ma seule source, puisqu'on n'avait pas autre chose. Dans son livre Climat, oui. Géologie, faune, géographie, géographie botanique du Brésil, oui. Oui. Dans la dernière partie, il énumère énormément de plantes. Oui. Je pense qu'il avait une idée de celle qui pouvait faire acclimater à Cherbourg. Il a dû donner des ordres là-dessus, je pense, hein, mais j'ai pas. C'est probable, parce que lui, il voyait les plantes, il a fait ce qu'ont fait beaucoup les Anglais qui allaient en Inde, qui allaient en Tasmanie, qui allaient partout pour prendre des plantes, essayer de les acclimater lui-même, a dû envoyer des échantillons et les envoyer à Cherbourg directement. Alors je pense qu'il était aussi naturaliste, alors encore oui. discuté parce que comme on n'est pas d'accord sur le terme naturaliste, ça a changé de sens. C'était quand même un jardinier botaniste qui acclimatait, qui regardait. C'est écrit sur sa pierre tombale qu'il est naturaliste, donc il est naturaliste. C'est à lui qu'il faut donner le niveau. Voilà. Parce que sur la pierre tombale, voilà. il est naturaliste. Voilà. Je sais que les botanistes disent non, c'est pas naturaliste. Mais ça dépend. Maintenant, le mot a changé de sens, je crois. Mais... voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions, mystères, des choses? Alors, il y a une question qui me tracasse aussi. Le jardin public de Cherbourg a été fondé quand il était maire, ou dans les dernières années où il était maire. Attendez, alors la date exacte, c'est ouvert au public le 5 juin 1887. Et là, 1887. Alors, est-ce qu'il a joué un rôle non, il n'y est plus. Parce que, oui, il a certainement poussé à le faire, parce que c'est pendant les dernières années que ça s'est bousculé. Il y a eu 36 endroits qui voulaient être, où ils voulaient installer le jardin public, mais les gens ne voulaient pas vendre leur terrain. Ça a été d'une complication. Dans le petit bouquin que j'ai fait sur les parcs et jardins de Cherbourg, je raconte ça un peu plus en détail, mais c'est incroyable le temps que ça a pris, 44 ans quand même, à se battre pour faire un jardin public. Hein. Moralisateur, je vous le rappelle.
C'était en partie sur les terrasses qu'on appelait l'Ermitage. Oui. Oh non, Sous mais l'Ancien Régime. voilà, Enfin, voilà. sur Mais c'est étonnant. Donc je pense qu'il a, étant donné qu'il était maire de 84, enfin, 2 ans, 84-86. Mais je pense qu'il a. Tiens, ça pourrait être intéressant de voir on va son regarder rôle. Oui, dans les archives municipales. Quand je regarde ben oui. Non, mais ça pourrait être intéressant. Monsieur Le Petit, le maire adjoint au patrimoine, et, pour dire peut-être qu'il y a des choses qui sont dans les archives municipales. C'est pas impossible, mais je sais que la société d'horticulture a dû donner ses papiers, des documents au service technique de la ville, au service des parcs et jardins. Donc, mais je sais pas, je sais pas trop comment c'est devenu. Mais en tout cas, c'est sûr que, moi, oui, vu les années, je pense qu'il a beaucoup insisté pour notamment l'achat des terrains, etc. Bon, et puis après, bon, ça s'est pas fait en 3 jours, mais voilà. Et puis en plus, que ce soit Cavreau, avec qui il travaillait beaucoup, dans son propre jardin, je suis sûre que il y a effectivement, j'aurais dû, merci de. Non, non, mais Ah, mais c'est une à mon avis, très le bonne maître de idée. jardin, comme il était, d'acclimatation, Ouais. je pense Oui. qu'il a dû appuyer Oui. et utiliser sa position Ah de oui. maire Oui. pour faire avancer le projet. Oui. Voilà. Enfin bon, c'est. Merci, monsieur Emmanuel Lief, en tout cas, parce que. Voilà. Bon, Ces je vais parler applaudissements des sont projets dressés. futurs. Donc, voilà, on a la Société des Sciences, mais pas seulement la ville de Cherbourg, et pas mal d'autres associations se sont associées pour commémorer le bicentenaire de la naissance d'Emmanuel, qui est un maire de Cherbourg qui a marqué sa ville, qui est toujours connu. On a donc monté une exposition qui était visible à la mairie de Tour-la-Ville jusqu'au 15 mai, avec 19 panneaux qui reprend toute la vie d'Emmanuelier, toutes les facettes d'Emmanuelier, l'ingénieur, l'astronome, le naturaliste, l'homme politique. Cette exposition-là la première partie s'est terminée le 15 mai. Et actuellement, il y a 7 de ces panneaux qui sont au centre Leclerc de Tour-la-Ville. Bon, on n'a pas pu mettre les 19 et il y aura une deuxième partie du 15 septembre au 15 décembre où les 19 panneaux vont être à nouveau présentés dans le hall de la mairie déléguée de Tour-la-Ville avec les appareils qui ont été restaurés par M. Poudreau. Dont l'horloge à régulateur et le chronographe. Avec, Je me permets de dire, je l'ai vu cette exposition, elle est remarquable, bien évidemment. Un mini bémol, on ne parle pas beaucoup de ce parc, du parc. Non, c'est vrai qu'on parle un peu de parc. Dans l'œuvre d'Emmanuelier, l'homme politique, il y a 2 panneaux. Non, non, monsieur. Il a fallu qu'on sélectionne parce qu'il a une vie tellement dense, même sur les 19 panneaux, on a pas mis tout ce qu'on aurait souhaité mettre. Donc voilà, cette expo, donc, visible actuellement, 7 panneaux au centre Leclerc de Tour-la-Ville, et elle sera à nouveau visible du 15 septembre, oui, au 15 décembre. La prochaine conférence aura lieu le 11 septembre. Ce sera Emmanuelier, l'homme politique, et c'est Sébastien Fagnan, qui est sénateur de la Manche, et qui nous a demandé de présenter cette conférence. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 11 septembre. Au cours de l'automne, on n'a pas encore fixé la date, on parlera de Margareta Emmanuelier, naturaliste au Brésil. Justement, on va s'étendre sur le côté naturaliste d'Emmanuelier, et puis tout ce qu'il a pu faire au Brésil, parce que il est connu comme astronome, c'est sûr, mais il a été également très utilisé, dans le bon sens du terme, comme ingénieur par Pedro II. Les 19 et 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les locaux de la Bibliothèque des Sciences, où la Société des Sciences siège, seront ouverts. Et Sabrina de la Côte, qui nous accompagne tout au long de cette année pour donner le poids, et qui est docteur
en histoire, va nous prêter des photos de la familier. Donc ça complétera le livre qu'elle a écrit, que je vous conseille d'acheter parce que c'est un livre qui est remarquable, qui reprend toute la vie et c'est une vraie saga, la familier, quoi, de 1740 jusqu'à à peu près le début du siècle, quoi, le début du XXe. Donc on présentera des photos dans nos locaux et on aura également des herbiers, des choses comme ça, parce que voilà. Donc ça sera au cours des journées du patrimoine. En décembre, la Société des Sciences va fêter quand même les 175 ans de sa fondation. Donc on fera les communications quand même sur, parce qu'il y a Emmanuelier, mais il n'y a pas qu'Emmanuelier à la Société des Sciences. Il y a eu, ils ont fondé ça, ils étaient 3 jeunes, il y avait Emmanuelier, Auguste Le Joly et Théodose du Moncel. Donc on va faire une petite communication là-dessus pour dire bah, ça fait 175 ans qu'on existe et c'est toujours un vivant. Je crois que c'était le fils d'Alexandre du Moncel, de Martin Valle. Oui, c'est Théodose du Moncel de Martin Valle, l'ingénieur, hein, le comte du Moncel. C'était son fils, le fils d'Alexandre. Alors c'est des jeunes loups qui avaient 26 ans. Ouais. Ils étaient tous les trois à la Société nationale académique et puis pour un peu voler de leurs propres ailes et puis d'après ce que j'ai compris, pouvoir choisir les sujets à discuter, ont fondé la Société des Sciences. Voilà. Je vous invite, pour ceux qui veulent suivre les activités de la Société des Sciences, on a un site internet, hein, c'est simple, c'est sociétédessciences-cherbourg.org, Société des Sciences Cherbourg d'un seul tenant.org, et sur lequel vous pouvez voir nos activités, mais je sais aussi que récemment, on a installé un système de QR code, mais on peut cliquer dessus et vous allez voir une animation avec Margareta qui parle de ce qu'elle a fait au Brésil, avec Emmanuelier qui parle un peu de tout ce qu'il a fait. Alors Emmanuelier, le scientifique, et une troisième, Emmanuelier, l'homme politique, l'homme public. Donc ça c'est intéressant et puis je remercie Sabrina qui a quand même bien travaillé là-dessus pour qu'on ait des choses qui soient cohérentes et dont la véracité a été vérifiée. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt.